Bonsoir tout le monde, ici c'est Datacolor, c'est moi encore une fois Raphaël. Je vous souhaite la bienvenue ce soir chez notre webinaire de Datacolor. Ce soir nous sommes avec Volker Gilbert et avec Bonsoir. Camille Gioff. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonsoir tout le monde. Parce que moi, je suis le Suisse qui ne parle pas très bien le français. Bien sûr, Volker va faire la présentation dans les prochaines minutes. Ça va durer plus ou moins 1 heure. Et après cette présentation, vous avez aussi la possibilité de nous demander des questions dans votre panneau à la droite, en bas. Cette possibilité est maintenant désactivée pour le moment. Alors bien, Volker, tu peux continuer. Voilà, Merci je beaucoup. commence donc. Merci. Euh, le... Merci beaucoup Raphaël. Donc le thème de ce soir est comment sublimer mes photos de vacances et créer un livre photo. Bien sûr, ça a un lien aussi avec Smart Photo, qui justement fait des livres photos que vous avez certainement déjà essayé. Donc on va faire cette présentation en fait d'une part sur la gestion des couleurs et l'autre part aussi sur comment créer un livre photo. Donc, juste un petit sommaire en fait de ce qu'on va faire ce soir. Donc déjà, il y aura des présentations Data Color et Smart Photo. Ensuite, la question qui est quand même très importante en fait lorsqu'on fait tirer des photos dans un laboratoire, c'est qu'est-ce qu'une photo correcte, ou plutôt une photo de couleur correcte. La troisième partie va parler effectivement aussi d'une autre question, celle de comment faire pour conserver les photos, les couleurs originales de mes photos sur tous les supports. Ensuite, on parlera de la solution Datacolor, des produits qu'il propose, et on passera après à un petit pas à pas en fait qui décrit comment créer un livre photo en 4 étapes avec Smart Photo. Et ensuite, comme Raphaël l'a déjà mentionné, il y aura effectivement quelques réponses à vos questions. Donc, on démarre. Donc déjà, on va parler un peu de Datacolor. Donc, qu'est-ce que c'est Datacolor? C'est déjà un leader mondial des solutions de gestion des couleurs qui fournit donc des logiciels, des instruments et des services garantissant des couleurs précises. Et là aussi, il y a une partie industrielle qui va par exemple garantir la fidélité des couleurs de produits et ainsi que des images. Donc, cette société est déjà très ancienne puisqu'elle existe depuis 40 ans et depuis 40 ans déjà, elle propose des solutions innovantes pour obtenir systématiquement la bonne couleur. Donc, Datacolor est présent dans plus de 65 pays en Europe, en Amérique et en Asie. Et cette société assure la vente, l'entretien et l'assistance à ses clients. Donc là, en fait, donc Datacolor, la société n'est pas seulement présent dans la photo, mais également dans d'autres secteurs d'activité tels que le textile, l'habillement, la peinture, les enduits, l'automobile, le plastique, la microscopie et la vidéographie. Donc, je vais laisser Camille faire une petite présentation de Smart Photo. Camille? Oui. Alors effectivement, je vais vous présenter Smart Photo. Donc Smart Photo, c'est initialement du développement de tirage photo analogique, argentique, et maintenant Smart Photo est spécialisé dans l'impression numérique et opère en Europe dans plus de 14 pays. Donc Smart Photo, c'est quoi exactement? On propose 6 catégories de produits différentes, notamment les livres photos, les tirages photos, la décoration murale, donc les photos sur toile, les posters et aussi les cartes et faire-part. Et les cadeaux photos maintenant essentiellement, où on est de plus en plus spécialisé, où notre gamme s'élargit de plus en plus, puisqu'on propose maintenant plus de 100 produits photos différents à imprimer. Donc il faut savoir que Smart Photo est situé en Belgique à Wetteren et que nous avons maintenant plus de 20 ans d'expérience dans le développement, la production et la livraison à domicile de produits photos. Je vais maintenant donc laisser Volker vous présenter. Merci Camille.
Donc, voilà, notre problème principal lorsqu'on traite des photos sur ordinateur, ou plutôt en numérique, mais c'était déjà un problème à l'argentique, à l'époque argentique, c'est effectivement où se trouvent les bonnes couleurs. Donc sur ce slide, on voit une présentation en fait d'une chaîne d'images en fait qui part de l'appareil photo et qui aboutit jusqu'à l'imprimante. Et on voit effectivement que l'image enregistrée sur l'appareil et enregistrée donc dans l'ordinateur ne change pas encore. Mais effectivement, si on a un écran mal calibré, si l'écran effectivement ne montre pas les bonnes couleurs, on aura une correction qui ne sera pas juste. Alors pourquoi? Parce qu'on va essayer de corriger la dominante affichée à l'écran et on aura effectivement une dominante inverse, par exemple magenta au lieu d'un vert. Et on va donc imprimer cette image sur notre imprimante avec des résultats très décevants. Et peut-être encore, cette imprimante va encore introduire une autre dominante couleur. Donc on aura effectivement trois interprétations différentes à partir de notre image saisie par l'appareil photo. Donc habituellement, bon, le photographe travaille avec un appareil photo, mais c'est relativement rare de calibrer l'appareil photo en fait pour avoir des bonnes couleurs. Généralement, c'est à peu près correct. Là où ça cloche après, c'est l'écran. Parce que quand on regarde ici, par exemple, on a des iPhones, on a des tablettes, on a des différents écrans faits de différentes tailles, écran d'ordinateur, écran de bureau, et on voit que à chaque fois, en fait, les couleurs ne sont pas identiques. Alors pourquoi ils ne sont pas identiques? Justement parce que d'une part, il y a différentes technologies en fait en fonction du type d'écran, et il y a maintenant différents types d'écrans aussi qui cohabitent qui voient parfois plus de couleurs que d'autres écrans. Donc on a ce phénomène en fait qu'on appelle gamut étendu et gamut standard. Donc il y a des écrans qui voient en fait les couleurs de l'espace Adobe, alors que d'autres écrans n'arrivent même pas à afficher les couleurs de l'espace sRGB. En plus, en fait, bon là, il y a marqué encore CAT, mais je pense pas que beaucoup de gens travaillent encore avec cette ancienne technologie à tube. Mais sinon, effectivement, il y a des écrans maintenant, des écrans LED, il y a des écrans Retina, etc., etc. Et tout ça, ça ajoute effectivement à une certaine confusion des couleurs, car chaque écran affiche les couleurs de manière différente. Donc, en plus, si jamais on est arrivé à calibrer son écran, avoir un bon standard, le problème c'est que les couleurs de l'écran vieillissent avec le temps. Donc, d'une part, en fait, l'écran perd en luminosité, et d'autre part, aussi le rétroéclairage et les filtres rouge, vert, bleu qui sont intégrés, en fait, qui sont dans l'écran, perdent aussi en intensité de couleur. Et donc tout cela va provoquer en fait des dérives plus ou moins fortes au fil du temps. Volker, au bout de combien de temps on peut considérer qu'un écran est vieillissant? Bah ça c'est en fait ça dépend de l'écran, mais généralement on s'en aperçoit quand même si tu veux, parce qu'à un moment donné on ne peut plus le calibrer. Et là à ce moment-là en fait il est considéré comme étant trop vieux. D'accord. Donc c'est quelque chose de assez souple comme définition, tu vois. Ok. Donc en fait, il y a une solution quand même à tout cela. Il n'y a pas seulement un problème, mais aussi une solution. C'est qu'on a ce qu'on appelle l'étalonnage d'écran. On peut effectivement étalonner les écrans pour qu'eux répondent à une certaine norme et pour qu'on ait des écrans en fait qui voient à peu près tous les mêmes couleurs. Donc on va voir en fait comment ça se passe. Euh, Déjà en fait, faut savoir que euh, c'est très très difficile de calibrer un écran manuellement. Là, c'était une méthode en fait qu'on utilisait au départ lorsqu'il n'y avait pas de coloromètre, hein, lorsqu'il n'y avait aucun instrument pour le faire. On utilisait l'œil en fait pour calibrer l'écran. Donc malheureusement, nos yeux peuvent nous trahir. Ils voient pas toujours les couleurs comme il faut. Donc là, on va très très bien. Quand vous regardez l'ombre jetée par ce cylindre sur les carrés gris et blancs, vous pensez que effectivement la couleur qu'il a sur le carré A est différente de la couleur du carré B. Or, il s'agit exactement de la même couleur
et c'est simplement une illusion, en fait, en quelque sorte, créée par nos yeux. Donc ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que les corrections qu'on peut appliquer à l'écran ne suffisent pas pour le linéariser. Donc là aussi, en fait, on a cette commande là, en fait, à gauche qui est relativement commune en fait à la plupart des écrans, avec lequel on peut corriger les canaux des écrans. Ben, maintenant, il n'y a plus de canaux, mais à l'époque, il y en avait. Et on pouvait ajuster en fait le canal rouge, vert et bleu pour avoir un résultat neutre. Malheureusement, cela ne marche pas comme ça parce que on voit à gauche effectivement la correction du rouge. Ici, la courbe rouge n'est pas du tout linéaire. C'est exactement la même chose avec la courbe vert et bleu. C'est que en fait la réponse de l'écran est différente en fonction de la luminosité et cela en fait ne suffit pas pour avoir des bonnes couleurs. Donc il faut corriger chaque tonalité individuellement et ça c'est possible avec une vraie sonde, avec un vrai coloromètre. Et on a trouvé une solution en fait il y a quelques temps déjà, plutôt à la fin du dernier siècle. L'ICC en fait est une norme industrielle. On parle beaucoup des profils ICC et des espaces de travail ICC. Et là, ces profils-là nous permettent de parler une seule langue de couleur. C'est un peu comme la langue aujourd'hui, parce qu'on a effectivement Raphaël qui est suissophone, je dirais. Moi, je suis à la base germanophone. Et il y a Camille, je pense que tu es belge. Je suis française. Française, voilà. Et on a effectivement un public qui est majoritairement belge, mais on arrive quand même à se comprendre, puisqu'on parle une langue commune, le français, en l'occurrence. C'est beau le Et là, monde quand effectivement, même. voilà. Et en fait, les profils ICC permettent de faire exactement la même chose, parce que justement, chaque périphérique va communiquer à l'autre quelle couleur il est capable de voir, et l'autre, effectivement, comprendra tout de suite. Et voilà, ah tiens, c'est tel rouge et tel bleu, ok, je comprends et je compense. Donc, ces profils-là peuvent être utilisés avec tous les écrans et imprimantes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et généralement, on les retrouve quand même lorsqu'on travaille justement des images. On les retrouve dans les logiciels déjà. On les retrouve effectivement en tant que profil d'écran, en tant qu'espace de travail. Et après, lorsqu'on fait imprimer ces photos ou tirer ces photos, là, le labo aussi utilise un profil ICC pour que vous ayez la même chose à l'écran et à l'impression. Donc, leur grand avantage, c'est qu'ils corrigent effectivement la température de couleur, le point blanc. Voilà, donc va pas aller rentrer dans les détails ici, c'est un peu technique. Simplement, il faut savoir que ces profils-là sont fiables en fait tout le temps et ils ne peuvent pas être, on ne peut pas les tromper en quelque sorte. Il donne vraiment une image exacte en termes de couleur et en termes de contraste lorsqu'on les utilise de manière correcte. Et on peut également les utiliser pour l'épreuvage à l'écran. Donc c'est effectivement une simulation des couleurs d'un tirage qu'on peut faire directement à l'écran dans une application telle que Photoshop et Lightroom, etc. Donc, on a la solution dont on parlait tout à l'heure. Cette solution s'appelle dans notre cas SpiderCat. Lui déjà, en fait, il permet de montrer les références de couleurs sur votre écran. Il mesure aussi les différences des couleurs avec ces 7 capteurs et il calcule ensuite des courbes de correction qui permettent justement de corriger, de redresser en quelque sorte en fait l'affichage de votre écran. Et il crée et active automatiquement le profil ICC, donc il va pas seulement le créer, mais il va également l'appliquer au niveau du système. Donc on n'a vraiment rien à faire. L'écran sera correct et le profil sera pris en charge par les applications qui y ont droit. Donc, ce qui est bien aussi avec cette solution de calibrage, c'est qu'elle est utilisable pour tous les types d'écrans. Donc, on peut utiliser avec les écrans LCD, CRT, projecteur, OLED, CCFL, LED blanc, etc., etc. Et il y a également une petite application qui permet de voir des vraies couleurs
sur votre iPad, iPhone et même sur Android, grâce aussi à un calibrage en fait qui se fait directement sur l'écran du dispositif en question. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'il y a trois solutions de calibrage. On s'est concentré ici sur le Spyder 4 Pro, qui est conçu pour les photographes et professionnels créatifs et qui veulent effectivement avoir des couleurs précises à l'écran et à l'impression. Mais attention là, il ne s'agit pas d'une solution pour créer un profil d'imprimante. Simplement, si on applique un bon profil d'imprimante, on aura des couleurs justes. Donc voilà pourquoi insister, pourquoi est-ce que ça change tout le temps cette technologie. Bien sûr, il faut aussi savoir qu'en fait, autant que les écrans changent, les sondes aussi doivent s'adapter. Et heureusement, le Spyder 4 utilise une technologie toute récente qui incorpore 7 nouveaux capteurs avec une haute stabilité. Et autre nouveauté, on a effectivement des filtres qui sont protégés, parce que c'est des filtres en gélatine normalement, qui dans les couleurs passent, et là, ils sont protégés pour une meilleure longévité et une consistance perfectionnée, et avec pour résultat une précision supérieure. En plus, c'est un outil de calibrage évolutif, donc c'est-à-dire il s'adapte aux technologies d'écran grâce à des fichiers en fait qu'on peut injecter dans le logiciel et ainsi dans la sonde, et qui permet effectivement de s'adapter aux capacités de l'écran, plutôt aux caractéristiques de l'écran. Et il est compatible avec iPhone et iPad, ça on l'avait déjà dit, et il étalonne, il peut étalonner plusieurs écrans. Donc par exemple, si vous avez une configuration double écran, il peut étalonner les deux et il peut également mesurer la lumière ambiante. Alors ce dernier point est assez important parce qu'en fait, la plupart des gens travaillent quand même dans une pièce où les conditions d'éclairage sont relativement instables, où effectivement on n'a pas la même lumière le matin, le soir, parfois on a la lumière directe, parfois la lumière indirecte, etc., etc. Et donc, lorsqu'on travaille des images, il faut idéalement obscurcir la pièce dans laquelle on travaille et utiliser une lumière indirecte. Donc ça, déjà pour avoir une certaine stabilité en fait dans la luminosité ambiante. Et il faut toujours travailler avec un écran réchauffé. Donc ça aussi c'est très important. Qu'on ne commence pas tout de suite à travailler dans Photoshop ou dans un autre logiciel. Euh, Lorsqu'on a tout juste allumé son écran. Donc, il faut généralement attendre 20-30 minutes afin que l'écran atteigne sa température ambiante, sa température normale, standard, et justement pour qu'il atteigne aussi ses couleurs standards. Alors, idéalement, il faut recalibrer un écran toutes les 2 ou 4 semaines. Donc ça, c'est un point important parce que la plupart des gens, quand ils achètent une sonde, ils vont justement acheter la sonde, l'utiliser une fois au départ, et après penser, voilà, ça y est, j'ai mon profil, et maintenant plus rien ne peut se passer. Mais ce n'est pas comme ça. Donc déjà, d'une part, en fait, on a vu que l'écran vieillit, et d'autre part aussi, en fait, on touche parfois aussi aux commandes de l'écran, aux boutons du menu OSD, et là aussi on peut effectivement avoir des décalages, euh, voilà, dont on ne peut même pas s'apercevoir. Et autre fait très important, il faut éviter des murs et des surfaces trop colorées autour de l'écran. Donc les spécialistes le savent, ils vont même jusqu'à peindre leur pièce en noir, ou alors mettre un t-shirt noir en fait lorsqu'ils travaillent des images, mais bon, ça c'est sans doute un peu exagéré. Donc là, c'est un petit jeu en fait rigolo. Donc si je vous invite de vous approcher en fait vraiment très très proche de l'écran et bien viser le point blanc qui est au milieu du slide. Voilà, et visez-le pendant un certain moment. Là, je vais passer l'environnement en noir. Et quand je passe à l'autre image, vous allez voir que finalement les deux images à gauche et à droite n'ont pas exactement les mêmes couleurs. Alors, ils sont strictement identiques, mais en fait, notre vision humaine est influencée par
justement déjà l'environnement direct et aussi par des couleurs comme le vert, le rouge, en fait des couleurs très saturées. Donc là, juste pour dire que les preuves sur écran, donc le soft proofing fonctionne très bien maintenant. Donc on peut effectivement, si on maîtrise des logiciels comme Photoshop et Lightroom, on peut effectivement avoir vraiment des couleurs très fidèles dans ces impressions. Voilà, donc on va voir et on peut également investir dans une petite application en fait pour calibrer son imprimante. Voilà, le problème en fait, lorsqu'on imprime par exemple chez soi sur une imprimante jet d'encre, et que effectivement on est face à deux technologies. Il y a déjà la technologie RVB, en fait rouge, vert, bleu, qui se base sur les couleurs additives, et on a également les imprimantes en CMJN. Donc là, il s'agit de couleurs soustractives. Donc déjà, en fait, la conversion ne peut se faire qu'avec certaines pertes, notamment dans les bleus et dans les verts, parce que là, effectivement, le CMJN n'est pas très très fort. Et également, il faut aussi savoir que les tirages, ils ont un contraste qui est largement inférieur en fait à celui des écrans. Donc généralement, ça va du simple au triple. Et cela, effectivement, vous donne l'impression que le tirage n'est pas aussi contrasté que l'image à l'écran, notamment lorsqu'il s'agit du papier mat. Donc là aussi, en fait, les imprimantes doivent être corrigées. Parce que là encore, en fait, ils sont différents. Donc, si vous avez une Canon comme celle à gauche ou une Epson comme celle à droite, ils ne rendent pas exactement les couleurs de la même façon. Et il y aura là aussi encore des différences. Et il faut aussi savoir que le papier et l'encre utilisée influent aussi sur la tonalité et l'espace de couleur. Donc, c'est-à-dire l'étendue des couleurs, en fait, que l'imprimante peut reproduire. Voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là encore, les têtes d'impression changent à l'usage, ils vieillissent aussi, un peu comme un écran, et là aussi on aura des, euh, des fluctuations en fait dans les couleurs. Voilà, là effectivement la question c'est que comment obtenir la bonne couleur sur papier. Je ne suis pas sûr si Camille voulait faire ce slide. En fait, ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est qu'effectivement, quand on a deux choix quand on prend des photos, quand on part en vacances et qu'on a plein de souvenirs collectés sur un appareil photo, c'est qu'effectivement, soit on l'imprime à la maison et donc on a vu la solution qui était apportée pour bien calibrer son écran et pour avoir une impression tip top. Mais l'autre solution aussi, c'est voilà, de faire imprimer ses photos via un service d'impression en ligne tel que Smart Photo. Et donc dans ce cas-là, c'est aussi important de connaître le profil d'impression que votre service d'impression en ligne utilise et de s'assurer que vos photos telles qu'elles apparaissent sur votre écran seront imprimées de la même manière. Donc il faut savoir que Smart Photo utilise le profil sRGB qui est un profil général de couleur en fait. Et donc il est possible de télécharger ce profil-là. Et puis ensuite, si vous utilisez Photoshop ou un outil d'édition de photos, d'avoir un aperçu de vos photos avec ce profil directement dans l'utilitaire que vous utilisez. Donc on va aller ensuite à la slide suivante. Il faut aussi noter Volker. Oui. Ah ok, voilà. Donc en fait il faut aussi noter que le rendu d'une photo après impression dépend aussi beaucoup du papier utilisé. Donc par exemple chez Smart Photo on a des livres photos qui utilisent un papier d'impression standard, mais on fait aussi du développement de livres photos imprimés sur papier photo. Donc on peut aussi avoir une différence en fonction de la finition, donc une finition mate ou brillante. Et il faut savoir que le rendu du livre photo sur papier photo, c'est comme du tirage photo qui est imprimé directement sur du papier photo, contrairement aux livres photos qui sont imprimés sur un papier plus standard. Je passe au prochain là. Oui.
Ce qui est important de noter, c'est qu'il est possible donc de combiner l'utilisation du Spider 4 avec l'utilisation de Smart Photo. Et donc de bien s'assurer d'avoir un écran calibré et notamment de prendre en compte le profil qu'utilise Smart Photo quand on fait développer un livre photo chez Smart Photo, qui est le profil sRGB. Donc là, on peut aussi passer à la suivante, qui est quand du coup on utilise un profil d'impression et qu'on l'a téléchargé, il faut savoir que Smart Photo, par défaut, rehausse un peu les couleurs. Et donc, en fait, il est important pour éviter que Smart Photo fasse ça quand on a un écran calibré, de décocher une option qui se situe dans mon compte. Donc, en fait, il suffit de cliquer sur donc, on se connecte à mon compte, de cliquer sur mon compte, ensuite dans mon profil, et ensuite, il y a une petite option à décocher sur la slide suivante, qui est voilà, activer la retouche automatique. Donc quand j'ai un écran calibré, je décoche la retouche automatique parce que sinon ça va de nouveau modifier la perception des couleurs et le rendu ne sera pas exactement le même que ce que j'aurais eu à l'écran puisque Smart Photo applique par défaut une retouche automatique. Voilà, donc ensuite maintenant je suis prête à créer mon livre photo. Et donc je vais maintenant vous expliquer comment créer facilement un livre photo en 4 étapes. C'est super simple. Donc, la première étape, c'est de choisir le bon format. Voilà, donc ce que Smart Photo propose, c'est différents formats et différentes tailles. Donc, il y a l'inclinaison, enfin, le format du livre photo qui va être soit carré, soit large ou extra large, et aussi la taille. Donc là, c'est est-ce que je veux un petit livre photo ou est-ce que, par exemple, je viens de me marier et je veux faire un super beau livre photo de mon mariage et je vais plutôt utiliser à ce moment-là un livre en plus grand format comme le format extra large. Donc on a aussi des livres photos sur papier photo. La deuxième étape, c'est de choisir la couverture. Donc quel type de couverture je veux pour mon livre photo. Donc on va avoir une couverture rigide, une couverture souple ou une couverture à reliure spirale que je peux utiliser par exemple pour créer un livre photo de mes recettes personnelles ou des recettes de famille qui sont super utiles d'avoir près de soi et de pouvoir tourner et retourner comme je veux quand je suis dans ma cuisine, par exemple. Et ensuite, il me reste plus qu'à choisir mon thème. Donc là, j'ai l'embarras du choix pour mon thème, selon que je suis en train de créer un livre photo classique pour mes vacances, pour mon mariage ou pour une fête d'anniversaire, par exemple. Et enfin, il me suffit de créer et de personnaliser très simplement mon livre photo. Donc j'ai pour ça plein d'options à ma disposition. Donc voilà, voilà ici. Donc je peux ici ajouter mes photos, même de manière automatique, mon livre photo peut se remplir de manière automatique. Je peux ajouter des illustrations, changer la couverture, ajouter des cadres et ajouter diverses petites options. Si par exemple je ne suis pas une pro de Photoshop, je peux à ce moment-là faire des petites retouches moi-même de mes propres photos dans mon livre photo. Voilà, donc je pense que Volker maintenant va vous parler un petit peu de... Il y a juste une petite question, Camille. Donc, en fait, ce profil sRGB dont tu as parlé, en fait, il est valable pour tous les livres photos en fait que vous avez à disposition, c'est ça? Enfin, Donc, même pour les tirages, etc. Donc, voilà. c'est vraiment un profil universel. Pour l'ensemble des produits qu'on propose, on utilise ce profil-là. Donc c'est vrai que si on a un écran calibré, il vaut mieux décocher l'option de retouche automatique. Mhm. On utilise par défaut. Et même si on n'a pas un écran calibré et qu'on ne veut pas cette retouche automatique, c'est aussi possible évidemment de décocher cette option. Ça, c'est quand même une chose pratique parce que la plupart des appareils photo, comme tu sais sans doute, en fait, ils travaillent déjà en sRGB. Oui, Donc, si moi je sors un JPEG, en fait, je peux le programmer en fait sur le boîtier et je peux effectivement obtenir un sRGB. Et je sais que ce fichier-là, en fait, si je l'utilise pour imprimer des livres photos, en fait, il sera correctement imprimé à ce moment-là. Non? exactement. Il y a plus grand-chose à faire en fait finalement. Non, juste à télécharger mes photos et puis à personnaliser tranquillement mon livre photo avant de le faire imprimer. Voilà, ça c'est génial quand même. Donc, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, effectivement, si vous préparez par exemple des images avec Lightroom, Aperture ou Photoshop, vous pouvez utiliser en fait ce profil sRGB directement euh, dans ces logiciels-là pour faire du soft proofing, en fait, ce qu'on appelle effectivement pour faire un épreuvage sur écran, pour effectivement
Donc là, vous voyez, là c'est malheureusement la version anglaise de Photoshop, mais il y a effectivement la possibilité après d'aller dans le menu affichage. Et là, vous avez une option qui permet justement de mettre le profil sRGB et cliquer sur OK et de pouvoir euh, voir l'image en fait telle qu'elle sera imprimée ensuite par Smart Photo. Donc ça c'est très pratique. Voilà, donc on va simplement parler un peu encore des solutions Spider en fait. Donc il y a trois versions en fait de cette sonde pour calibrage écran. Ce qu'il faut savoir, bon, la Spider A4 Express, c'est vraiment un modèle d'entrée de gamme qui permet tout juste de choisir effectivement le gamma et la température de couleur et qui ne peut pas mesurer la lumière ambiante. Donc tout à l'heure, on avait dit que c'est très très important de mesurer la lumière ambiante, justement parce que on peut ainsi prendre en compte en fait la luminosité de la pièce et surtout la luminosité en fait dans l'environnement dans lequel on va visualiser les images. Parce que c'est ça en fait le but. On calibre son écran justement pas en fait pour qu'il soit beau, pour qu'il soit fort et voilà, non, c'est on le calibre en fait en vue d'une correspondance avec une image, avec une impression. Et là, effectivement, il faut tenir compte de tout cela par des paramètres comme le gamma, la température de couleur et notamment la luminosité maximale de l'écran. Et donc ça, c'est souvent effectivement un problème des photographes, c'est qu'ils ont l'impression, en fait, lorsque l'image revient du labo, que l'image, en fait, elle est plus sombre que ce qu'ils ont vu à l'écran. Alors ça, c'est simplement parce que l'écran n'est pas calibré, il est beaucoup trop lumineux et on a donc une disconcordance entre ces deux-là, entre l'écran et l'imprimante. Simplement, vous n'avez pas tenu compte, en fait, de votre euh, environnement justement dans lequel vous visualisez votre album photo ou votre tirage. Donc entre ces sondes-là, donc il y a effectivement aussi la Spider Elite. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut étalonner plusieurs écrans comme la Spider Pro, mais elle peut également en fait ajuster ces écrans les uns les autres en fait pour qu'ils s'accordent justement pour que tous les écrans aient exactement le même affichage. Donc ensuite, il y a bien sûr aussi des solutions, comme vous avez vu en fait dans le dernier slide, on a aussi la possibilité d'acquérir en fait des solutions pour calibrer l'imprimante. Donc si vous imprimez chez vous et pas chez Smart Photo, ça sera effectivement une option, sinon ce n'est pas nécessaire. Et vous avez également plusieurs produits qui s'adressent effectivement plutôt à la prise de vue, parce que là, à ce moment-là, ils vous aident à faire une balance de blanc, un ajustement de l'exposition, par exemple comme la Spider Cube, ou alors le calibrage de l'appareil photo, comme qu'on peut faire avec le Spider Checker ou avec le Spider Checker Pro qui contient le petit cube Spider. Et vous avez également en fait une règle qui est très intéressante qui s'appelle la Spider Lens Cal qui permet de calibrer l'autofocus d'un appareil réflexe lorsque celui-ci est décalé. Ça arrive effectivement de temps en temps. Voilà, donc on était, je pense même plus rapide que prévu. Je vous remercie pour votre attention et voilà, et en fait, il faut savoir que pour ce webinaire, on a une promotion spéciale. Vous pouvez effectivement profiter de 25% de réduction sur tous les livres photos avec le lien qui est affiché là. En fait, ça c'est le lien classique en fait de smartphoto.be. Et cette promotion est valable jusqu'au 31 août 2014 et vous avez un code promo qui s'appelle Smart Webinar. Chez Datacolor aussi, en fait, si vous souhaitez acheter une sonde pour votre écran, donc ce sera une très bonne idée, vous pouvez avoir 20% de réduction sur Spider 4 Pro avec le lien donc spider.datacolor.com/fr/orders avec une validité de juin 2014 et un code qui s'appelle SmartWeb FR. Voilà, donc encore
Merci. Alors, il faut aussi savoir qu'il existe un e-book en fait qui a été traduit en français et qui détaille en fait les différentes étapes de la gestion des couleurs, justement la problématique dont on avait parlé aujourd'hui. En fait, tout est très très bien détaillé et vous pouvez le télécharger également sur le site de Datacolor hein, sous l'adresse en fait que vous voyez là sous vos yeux. Il y a également un Spider blog où il y a tout un tas d'informations, des belles images aussi, et des infos sur des photographes. Et Photosmile, qu'est-ce que c'est Donc Photosmile, en fait, Camille? oui, c'est le blog de Smart Photo où en fait on donne tout plein d'astuces et d'idées ou de l'inspiration pour que tout le monde puisse tirer le meilleur de ses photos en fait. Donc D'accord. voilà, inspiration aussi bien décoration si vous voulez créer une photo sur toile Mhm. ou un livre photo ou des idées photos aussi. Donc voilà, tout plein de choses. Très bien. Donc sinon, bon, chez Datacolor, il y a un service client gratuit. Vous avez le numéro là, effectivement, pour le support si jamais vous avez un problème avec votre euh, produit Datacolor. Sinon, effectivement, merci pour votre attention et je pense qu'il y a encore des questions en fait. Oui. Je Euh, donne la direction à Raphaël. oui, merci Volker. Merci beaucoup aussi, bien sûr, à Camille. J'ai Merci à toi. déjà activé la possibilité aux participants pour être capables de poser des questions. Alors, je, je voudrais aussi moi-même poser des questions courtes, des questions standards. Et peut-être plus tard, on peut parler de ce sujet un peu